pour un nouvel habit de lecture. Et en fait ça va être un livre que j'ai lu pour Halloween en fait. Et les trois livres que j'ai lus sur le Gundam, donc c'est majoritairement des livres que vous avez déjà vus. Mais là je vais faire un résumé, un vrai résumé complet et vous donner mon avis complet sur chacun des livres. Donc le premier je l'ai lu avant le Week-end d'Amil. Donc c'est In Tenebris de Maxime Chatham. C'est le tome 2 de la trilogie du mal. Mais avant de résumer l'histoire et de vous donner mon avis, je vais faire deux espèces de disclaimers. Le premier c'est que oui c'est un tome 2 mais vous pouvez très bien le lire sans avoir lu le tome 1. Il y a quelques petites références qui sont faites au tome 1 et qu'on comprend évidemment si on a lu le tome 1. Qu'on ne comprendra pas du coup si on l'a pas lu. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant pour l'histoire et c'est pas gênant pour l'enquête qui est faite ici. Donc voilà, et le deuxième, comme je l'ai fait quand j'avais lu le tome 1, et comme je pense tous les gens qui ont lu du Maxime Chatham le font, si déjà un épisode d'Esprit criminel c'est trop pour vous, ne lisez jamais de Maxime Chatham. Vraiment, si vous aimez pas, si vous n'avez pas envie de lire des livres sur des psychopathes et sur des humains qui font du mal par pur plaisir à d'autres humains, ne lisez pas de Maxime Chatham parce que je pense que si Maxime Chatham faisait ce qu'il écrit ici, il deviendrait l'un des plus grands psychopathes du monde. Voilà, ça vous donne une idée de ce qui se passe dans ce livre-là. Donc, pour celui-ci, le livre démarre, on a une femme nue qui court dans la rue. Alors, on est dans un Maxime Chatham, donc on se doute qu'elle est pas folle, on se doute qu'elle fuit quelque chose, qu'elle fuit quelqu'un et qu'elle fuit quelque chose d'horrible en plus. Donc on va aider cette femme, on va l'amener à l'hôpital, on va la soigner et tout et tout. Sauf qu'elle est tellement traumatisée par ce qui lui est arrivé qu'elle est incapable de parler. Du coup, elle peut pas aider les enquêteurs, pas de bol. Et donc à partir de là, on va essayer de savoir d'où elle s'est échappée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui se passe. Et donc on va suivre Annabelle. Alors c'est pas l'enquêtrice chargée de l'enquête, mais c'est elle qu'on suit, c'est elle qui, enfin c'est de son point de vue qui a raconté l'histoire. Donc comme dans le premier tome en fait, Annabelle va rapidement trouver d'où s'est échappée cette femme, qui lui a fait ça, qui est responsable de ça. Et le problème c'est qu'elle va pas découvrir que ça, elle va découvrir d'autres trucs bien plus horribles et bien plus flippants qui vont déboucher sur une plus grosse enquête qui elle va être le centre du livre en fait. Donc voilà, on a arrêté un meurtrier, mais il y en a d'autres qui se battent dans la nature et qui sont en lien avec l'enquête et donc on va chercher. Le lien avec le tome 1 est fait parce que Brolin, donc l'histoire ici se passe à New York, Brolin vit à Portland où il enquête sur la disparition d'une jeune femme et il découvre grâce aux informations que cette femme est en lien, enfin, et probablement été enlevée par le meurtrier qu'Annabelle cherche. Du coup il débarque à New York et il va aider Annabelle à enquêter. J'ai adoré ce livre. Je ne sais pas si ça fait de moi une psychopathe au moins autant que Maxime Chatham, mais j'ai adoré cette histoire. Pendant les trois quarts du livre, j'ai eu la folle croyance pendant un moment que j'avais imaginé pire que Maxime Chatham. Et en fait, non, pas du tout. C'est impossible d'imaginer pire que lui. Cette histoire est juste dingue. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Jusqu'à présent, il est le seul auteur à écrire des thrillers qui correspondent pour moi à la définition d'un thriller. J'ai peur, je stresse, j'ai envie de tourner les pages, je tourne les pages, je lis, et en même temps j'ai peur de tourner la page, mais en même temps je veux savoir. Enfin voilà, il maîtrise le suspense de manière juste dingue, et enfin, je veux connaître la suite, et j'ai envie de lire la suite, alors que dans les autres thrillers je m'ennuie en fait, et j'ai pas envie de connaître la suite, mais ici c'est juste trop cool en fait. Pourtant c'est une belle brique qui fait plus de 500 pages, hein, parce que 600 même je crois, voilà, parce que 600, mais ça se lit franchement super vite et super bien. Et alors oui c'est une saga mais j'ai pas de musique parce que je veux pas associer une musique à l'horreur qu'il y a dans ces livres là en fait, c'est pas la peine. Avant de passer à l'autre livre, je voulais dire un dernier truc. Alors c'est pas un spoil du tout, promis, parce que spoiler un Maxime Chatham ça n'a aucun intérêt. Mais à un moment donné du livre, et je crois si je dis pas de conneries que c'est le seul moment, on est dans la tête du psychopathe qu'on cherche en fait. On est dans la tête du gars qui fait on sait pas trop quoi à ce moment-là. On n'a pas trop compris tout ce qu'il faisait, mais il fait quelque chose d'horrible, c'est sûr. Et donc ce gars, ce charmant gars, nous explique que le fait qu'on ait des habitudes, le fait qu'on aille au sport tous les jeudis, qu'on amène notre gamin à la danse tous les mardis, qu'on parte tous les matins à la même heure, qu'on rentre tous les soirs à la même heure, qu'on aille au cinéma tous les mercredis ou tous les samedis, enfin bref, peu importe les habitudes que vous avez, toutes ces petites habitudes-là, pour lui, c'est génial. Pour lui et tous les psychopathes qui existent, c'est trop cool. Parce qu'en fait, ça leur permet de terminer le moment idéal pour rentrer chez vous, pour vous kidnapper, pour vous tuer, pour vous agresser. Voilà. C'est sympa, n'est-ce pas? Et franchement, on est dans sa tête à lui. Il te raconte ça de manière très calme et très normale en fait. Tu lis ça. En plus, j'ai lu ça. Donc j'ai lu ça au tout début de ma semaine de vacances. Donc autour entre le 27 et le 31 octobre, quelque chose comme ça.
Et donc j'étais toute seule à ce moment-là chez moi et j'allais être toute seule pendant les 15 jours à venir. Donc quand vous lisez ça et que vous êtes toute seule chez vous pour une longue durée, vous faites pas la maligne du tout, hein. Non, j'étais pas mal, j'étais pas bien du tout. En plus, au début du livre, notre charmant Maxime Chatham nous donne un conseil. Si je peux vous donner un petit conseil, attendez qu'il fasse nuit, allumez une simple lampe de chevet et ouvrez la première page. Alors non, vous n'avez pas besoin de vous mettre en condition pour avoir peur, vous allez flipper de toute façon, vous allez vous dire non mais c'est pas possible, comment des humains peuvent faire ça. C'est pas la peine de vous mettre en condition, hein. Le livre se suffit lui-même pour vous faire flipper. Croyez-moi. Et maintenant on passe au livre du week-end à 1000. Donc le premier que j'ai terminé, donc j'ai dû lire seulement une cinquantaine de pages qu'on comptait pour le week-end à 1000, mais je l'ai quand même terminé sur le week-end à 1000. Donc c'est Les enquêtes d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Donc c'est un recueil de nouvelles. De base je suis pas trop fan pour des recueils de nouvelles. En fait mon problème avec les recueils de nouvelles écrits par le même auteur en tout cas, c'est que je suppose qu'il ne faut pas les lire tout à la suite. Sauf que une fois que j'ai démarré un livre, je veux le ranger dans ma bibliothèque. Donc je veux le terminer. D'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois je lis les deux livres des livres physiques de France Loisirs rapprochés parce que je veux ranger ce livre. J'en ai marre de le voir traîner alors que je l'ai commencé et il n'est pas fini. Bon, ça c'est vrai pour les livres que je veux finir, hein, parce qu'il y a des livres qui sont là actuellement en face de moi dans un thème de nuit. Vous avez vu dans la vidéo, dans le vlog, tout ça. Ils sont toujours là, ils vont toujours commencer, pas terminer, mais eux j'ai pas besoin de les ranger, ils sont rangés, ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup les recueils de nouvelles j'ai du mal avec ça parce que je sais jamais si je vais les lire d'une traite ou pas. Au final je l'ai lu pendant ma semaine, donc en fait je lisais une de nouvelles par jour et je lisais autre chose ensuite, notamment le Maxime Chatham et la Maison des Morts qui fait partie de ma palle de l'automne. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec ces nouvelles là, au-delà du fait que ce sont des nouvelles. La première chose qui m'a dérangée, donc ce sont des nouvelles d'Hercule Poirot, c'est écrit dans le titre, hein, qui m'a dérangée c'est que Hastings, alors Hastings c'est le narrateur de chaque histoire d'Hercule Poirot, c'est pas Hercule Poirot qui raconte ses histoires, c'est Hastings toujours, son espèce d'assistant. Sauf que déjà que dans les enquêtes de base il est un peu relou et un peu chiant, mais là les enquêtes sont tellement pas intéressantes en fait que le plus intéressant c'est lui et il est tellement chiant et tellement relou qu'il est insupportable en fait. Il m'a saoulé mais genre vraiment. En plus de ça les enquêtes sont bâclées en fait. Alors oui c'est des nouvelles et ça va vite, je suis d'accord, mais Hercule Poirot a beau être super intelligent et avoir des déductions de malade, à plusieurs reprises je me suis dit mais non mais c'est pas possible. En vrai hein, c'est pas possible qu'il trouve ça et qu'il déduise ça et c'est pas possible hein. Ça va trop vite. Et voilà, ça va trop vite et j'ai pas du tout accroché à ça. Donc soit, il y en a certaines où j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé et qu'on ait un roman carrément sur cette histoire-là. Et il y en a d'autres qui sont juste totalement inintéressantes pour moi. Donc voilà, en plus de ça, tout au long des nouvelles, on a des critiques incessantes qui sont faites aux Français. Alors oui, je suis française et oui, ça me dérange. Alors je sais bien, les Français sont pas parfaits, hein, on a plein de défauts, mais là c'est des critiques gratuites. En plus, Hastings passe son temps à critiquer les Français, alors que je le rappelle, Hercule Poirot est belge. Alors foutez-nous la paix, enfin je veux dire, il a qu'à critiquer les Belges. Désolé Cédric, hein, mais il a qu'à critiquer les Belges. Hercule Poirot est belge, pourquoi il critique les Français? En fait, il passe son temps à dire ouais, c'est son petit go. À chaque fois qu'Hercule Poirot fait quelque chose qui lui plaît pas, qui râle trop ou qui se la pète trop, Hastings dit ouais c'est son petit côté français. Mais en quoi c'est son petit côté français? Il est belge. Enfin bref, ça m'a saoulé. Donc voilà, j'ai pas encore acheté la suite. En fait, j'ai dû faire mon achat trimestriel France Loisirs fin octobre, début novembre. D'ailleurs, je voulais acheter l'espèce de tome 3, donc les livres 5 et 6 dans un seul livre physique. Mais il n'était plus disponible celui-ci, donc du coup j'ai acheté un autre livre. Mais du coup voilà, je continuerai les Agatha Christie c'est sûr. Mais là je vais attendre un peu parce que le recueil de nouvelles m'a un peu cassé mon amour pour Agatha Christie. Ensuite, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises et vous savez globalement mon avis, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Victor Frankenstein. Ça se passe en 1700 quelque chose. Alors on sait pas, c'est pas que je me rappelle pas, c'est que c'est pas dit en quelle année exactement ça se passe. On sait qu'on est dans les années 1700, mais on sait pas quelle année exactement. Donc on a Victor Frankenstein qui nous raconte un peu sa vie. Et puis ensuite il va qui s'apparente à une université un peu loin de chez lui, où il va commencer à étudier les mathématiques, la physique, la chimie, les grands auteurs de l'époque et tout, et même d'avant. Et il va se mettre en tête de créer une créature. Alors, à aucun moment il est dit dans le livre que cette créature s'appelle Frankenstein. Je pense que dans la littérature on l'appelle Frankenstein, cette créature-là, mais en fait, lui, il ne l'a pas nommé Frankenstein. Donc, voilà, enfin, l'auteur ne l'a pas dit explicitement, ou alors j'ai zappé cette info, mais je pense pas.
Et donc il va créer cette créature mais cette première partie va extrêmement vite. En fait, moi j'aurais aimé qu'on ait plus de détails sur ce qu'il étudie en physique, ce qu'il étudie en chimie, ce qu'il étudie en mathématiques, comment il s'y prend pour créer la créature, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses recherches. Et on n'a pas tous ces détails-là. Ça va extrêmement vite. Il, il discute avec un prof, il étudie la chimie, il commence à créer, il a créé. Voilà, ça se passe comme ça, on n'a pas de détails. Alors oui, je suis une lectrice matheuse, et donc du coup, j'aurais adoré avoir tous ces détails-là de physique, de chimie et de maths. Peut-être que la majorité des lecteurs ne l'auraient pas voulu, mais je comprends pas pourquoi c'est autant survolé. Enfin, je veux dire, c'est le sujet principal du livre, la création de cette créature, et on n'a pas de détails, donc ça m'a énormément manqué. Donc ensuite, la créature est créée, et Victor, du moment où cette créature naît, en fait, il regrette ce qu'il a fait. Du coup, la créature s'en va et il la laisse comme ça tout seul. Et à partir de là, on va rentrer dans une autre partie du livre où c'est la créature qui va nous parler, qui va nous expliquer sa vie, comment elle, depuis sa naissance, en fait, comment elle est née, comment elle a vécu, comment elle s'est adaptée et tout et tout. Et j'ai adoré cette partie-là. Tout au long de cette partie-là, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à la vidéo de Lemon June qu'elle avait faite sur ce livre-là. Et je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle a dit dans cette vidéo-là sur la critique qui est faite à la société et sur cette pauvre créature qui veut juste être aimée et qui veut juste être acceptée mais qui ne peut pas parce qu'elle est moche. Et j'ai trouvé ça vachement bien et vachement cool. Sauf qu'à la fin, on a de nouveau une partie où c'est Victor qui nous parle. En fait, ce personnage m'agace parce que il a créé cette créature. Ça a été un des objectifs les plus importants de sa vie. Cette volonté de créer cette créature. Et du moment où il lui a donné naissance, il l'a renié et il l'a abandonné en fait. Et du coup, après, il passe son temps à se plaindre des conséquences que cette création et cette créature ont sur sa vie. Mais mon gars, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as créé, alors arrête de te plaindre et assume. Enfin, je veux dire, tu as voulu la créer, tu as voulu avancer dans la science, et maintenant que tu l'as fait, et ben assume. Mais non, il passe son temps à se plaindre, il y a un geindre, il va dire ouais, ma vie elle est nulle, et voilà. Et en plus, on a envie de lui dire, si tu l'avais pas abandonné à la base, peut-être que ça serait passé autrement, parce que tu l'as abandonné, donc maintenant t'assumes. Enfin voilà, ce personnage m'a agacée. La seule partie que j'ai vraiment adorée, c'est la partie où la créature nous raconte sa vie, en fait. C'était vachement cool et vachement intéressant. Mais tout le reste, franchement, Victor est une tête à claque. Je suis désolée, mais voilà. C'est l'un des rares livres où le personnage principal m'agace et où j'ai continué. Parce qu'en fait, j'ai continué parce que je voulais découvrir ce que Lemon June avait dit. En fait, elle avait parlé de cette créature qui parle et de cette créature qui veut juste être aimée et être acceptée. Et du coup, c'est ça que je voulais lire et c'est pour ça que j'ai continué, je pense. Et donc merci à elle parce que sinon j'aurais abandonné ce livre. Après, c'est un livre très court et je suis contente de l'avoir découvert parce que c'est quand même un des classiques de la littérature. Je sais pas si c'est de la littérature gothique ou pas, je pense que oui. Mais donc voilà, je l'ai lu, je suis contente. Et j'ai pas vu d'adaptation de Frankenstein ni avant ni après. Mais peut-être que je le ferai un jour. Mais là, franchement, je suis un peu déçue. En fait, ça manque de profondeur, ça manque de développement sur la création. Et le Victor est juste relou, quoi. Voilà. Et enfin, le tome 1 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Léonie Snicket. Donc le tome 1, c'est Tout commence mal. J'ai beaucoup aimé ce livre, je crois que je l'ai déjà dit dans le vlog du week-end d'Amine aussi. Donc en fait c'est l'histoire de Violette, Klaus et Pruny qui sont trois enfants qui s'appellent Baudelaire en fait. Et au tout début du livre on a un banquier qui débarque et qui vient leur dire que leurs parents sont morts et que donc ils sont orphelins. À partir de là ils vont être placés chez un cousin éloigné de la famille qui s'appelle le comte Olaf. Sauf que le comte Olaf est une personne extrêmement détestable, il en a rien à foutre des enfants. Alors il va pas s'en prendre à eux, il va pas leur faire du mal ni rien, mais tout ce qu'il veut en fait c'est récupérer leur fortune parce qu'ils ont hérité d'une fortune de leurs parents et Olaf il veut cet argent là en fait, le reste il s'en va les couilles. Donc tout au long du tome il va essayer de trouver un moyen de mettre la main sur cette fortune là. Alors au début, j'ai acheté ce livre parce que tout le monde en parle, parce que tout le monde dit que c'est génial et parce que tout le monde dit que c'est trop cool et que je voulais savoir ce qu'il en était. Et aussi parce que la première phrase du livre est « Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous feriez mieux de choisir un autre livre ». Autant vous dire que moi qui adore les histoires tristes et les trucs qui finissent mal, je me suis jetée dessus, évidemment. Bon, ça finit mal, mais ça finit pas si mal que ça. Sans spoiler la fin, ça finit mal à la fois pour les enfants et pour le conte. Donc du coup, ça finit bien pour les méchants et pour les gentils. Donc ça finit pas si mal, ça finit mal pour les méchants et pour les gentils. Donc ça finit pas si mal que ça. Ça aurait pu être bien pire, mais c'est pas si mal que ça. Et en plus, j'ai eu cette espèce d'empathie pour les personnages qui fait que j'aime les fins tristes, mais là je voulais pas une fin triste. Alors après c'est un tome 1, je l'ai dit dans le vlog, je pense que dans chacun des tomes on va retrouver Olaf qui essaye de trouver un moyen de mettre la main sur la fortune des enfants. Et on essaye de contrecarrer ses plans et tout et tout.
Mais c'est vachement bien, c'est vachement cool. La musique que j'écoutais c'était UHHUH, c'est comme ça, c'est le titre de la musique, de Julia Michaels. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Depuis, j'ai essayé d'aller acheter la suite dans l'Easy Cash où je l'ai acheté, mais il n'y avait pas le tome 2. Donc du coup, j'ai pas acheté. Voilà, ça fait un livre que j'ai pas acheté, c'est mieux. Mais franchement, je vais continuer cette saga et je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir lu quand j'avais 12 13 ans. Aujourd'hui j'ai 24 ans, alors oui j'ai beaucoup aimé et oui c'était vachement cool et vachement sympa, mais je pense que la Audrey de 12 13 ans aurait encore plus aimé cette histoire là. Et après c'est un livre pour enfants, c'est à partir de 11 ans, donc c'est fait pour ça en fait. Moi je suis peut-être un peu rebelle pour le lire, mais c'était quand même vachement cool. Je m'attendais pas à aimer autant et en plus les antennes de chapitres sont travaillées en fait. Attends, je vais pas vous montrer là parce qu'on voit pas très bien. On a un dessin différent à chaque fois, donc là c'est mon poisson sur chaque antenne de chapitre et du coup on n'a pas d'autres illustrations mais c'est vachement cool. Faut vraiment que je me trouve la suite. La difficulté ça va être de la trouver dans la même édition que les tome 1 là, mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, si vous l'avez pas encore lu, eh bien essayez de la lire parce que c'est vachement cool comme histoire. Peu importe votre âge en fait, pour les enfants ça va être vraiment cool comme histoire, mais pour les adultes c'est vachement bien aussi. Et je l'ai dit dans le blog d'ailleurs, l'écriture est assez travaillée et en fait ça doit être extrêmement difficile d'écrire comme ça parce que c'est une écriture travaillée qui ne dérange pas les enfants, qui n'est pas trop compliquée pour les enfants, mais qui est vachement cool pour les adultes en fait. Je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais c'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite, même si je ne l'ai pas encore acheté. Et je vous recommande vraiment cette saga. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.